Claude Lefort, alors votre dernier livre s'intitule « Écrire à l'épreuve du politique ». On peut dire que l'épreuve de l'écriture, justement, est essentielle dans votre rapport à la politique. En fait, vous nous montrez que pour élaborer une réflexion politique, le passage par l'écriture est absolument essentiel. Non pas du tout qu'il permet la discussion, ce qui bien sûr est évident, mais bien plus parce qu'au fond, il y a une espèce de transformation de la pensée par le passage par l'écriture. Et que ce passage par l'écriture, qui suppose une mise en forme, qui suppose quasiment aussi parfois l'usage des manières de faire et des manières de dire de la fiction, conduit bien évidemment à une espèce de synthèse entre une pensée qui crée le trouble, une pensée politique qui crée le trouble, et qui donc s'articule avec une fiction qui met la pensée en éveil. Et on peut s'interroger pour savoir si au fond vous êtes bien un penseur politique, un philosophe politique, ou si vous n'êtes pas plutôt un écrivain au fond du trouble de la pensée. Je ne vois pas très bien pourquoi vous formulez cette alternative. Si vous voulez bien m'accorder généreusement qu'il y a une mobilité de la pensée qui se livre dans l'écriture même, si vous voulez bien m'accorder d'autre part que la pensée des choses du politique et la pensée confrontée à l'expérience la plus opaque, si la pensée du politique doit prendre en charge l'événement, si elle ne peut atteindre, je dirais, aux questions les plus importantes, sinon aux questions permanentes, j'oserais dire intemporelles, que dans un temps donné, dans les horizons d'une culture et d'une société donnée. Si vous voulez bien m'accorder tout ça, je ne vois pas pourquoi il faudrait choisir entre le penseur politique et l'écrivain. Ce que j'essaye justement de faire reconnaître, c'est que le philosophe déjà est un écrivain, mais que plus précisément, celui qui fait œuvre politique est essentiellement un écrivain. Il est un écrivain, encore une fois, parce qu'il est d'autant plus un écrivain qu'il est soumis aux tensions, aux contrastes, voire aux contradictions du champ qu'il tente d'explorer, cela qu'il tente d'exprimer. D'ailleurs, y a-t-il une pensée politique que vous puissiez détacher d'une œuvre politique? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce dernier entretien de l'année, en tout cas du printemps, avant que nous nous retrouvions en septembre. Et nous avons modifié notre programme initialement défini pour ces entretiens, pour consacrer nos réflexions et nos échanges. Et je remercie nos invités d'avoir eu la gentillesse et la générosité de dégager du temps dans un emploi du temps qui est très chargé pour chacune et chacun, pour nous consacrer à une question dont l'urgence ne doit pas être expliquée, je pense, aujourd'hui, littérature et démocratie, et nous avons choisi comme terrain d'opération, comme théâtre d'opération, l'œuvre et la pensée de Claude Lefort. Claude Lefort est né en 1924, il aurait eu donc 100 ans, et vous savez peut-être qu'il est un des grands philosophes politiques français de la seconde moitié du XXe siècle. Il fut attentif plus qu'aucun autre à distinguer démocratie et totalitarisme, et fut un profond commentateur de la tradition, comme un analyste implacable du présent. La trace que Maurice Merleau-Ponty, qui avait été son professeur, a laissée dans son œuvre est considérable. Elle concerne à la fois sa philosophie politique, son anthropologie, mais aussi la manière dont il considérait que la littérature est une expérience cruciale de l'humain, où se joue la présence au monde et le sens de l'existence. Il n'a cessé de lire et de commenter la littérature, et il était proche de la revue Poésie, où il a publié 4 textes importants. Philosophe, point d'interrogation, en 1986, Passage, en 1994, texte consacré aux peintures de Michaud, Le sens de l'orientation, en 1995,
conférence justement consacrée à Merleau-Ponty. Et en 2005, on avait publié un texte important intitulé « Droit international, droits de l'homme ». En 1992, face à la montée de ce parti qui, à l'époque, s'appelait Front National, Le Fort déclarait « L'idéologie du mouvement est significative. Certains de ses adversaires recommandent, depuis peu de temps, de s'intéresser au programme du Front National, de montrer quelles seraient les conséquences désastreuses de son application. Or, les électeurs de Le Pen ne se soucient pas vraiment de la lettre de son programme. Ils absorbent sa parole sans l'entendre. Quelques images sonores leur suffisent. » Contrairement à ce que Hannah Arendt a écrit, manquant pour une fois de clairvoyance, l'idéologie totalitaire n'est pas une logique d'une idée. Elle consiste en une condensation de thèmes dont chacun a une signification, une origine et un destin éventuel différent. Les nazis, par exemple, associaient nationalisme, socialisme, autoritarisme, égalitarisme, culte du chef et du peuple, racisme, xénophobie, traditionnalisme, individualisme, individualisme héroïque, ordre moral et discipline, mépris des lois, sacralisation de la nature, toute puissance de l'industrie, etc., etc. Ceux qui écoutent le leader happent tout à la fois et s'agglutinent, quelle que soit la différence de leurs conditions sociales. Ils se sentent tous incorporés dans l'un. Les multiples motions ne sont pas articulées, sinon elles se prêteraient à interprétation et elles s'entrechoqueraient. L'idéologie ignore le principe de la non-contradiction, c'est ainsi qu'elle gagne sa plus grande efficacité. Elle délivre des tensions que procure l'expérience de la réalité, et très singulièrement l'expérience de la démocratie, qui est celle, par excellence, du multiple. Le Pen, comme ses prédécesseurs, draine dans toutes les couches de la société des courants qu'il tente de faire refluer en une seule vague contre l'édifice de la démocratie. Ainsi, répondre à l'actualité, avec quel courage, avec quelle constance, avec quelle fidélité le fort le fit, ce n'est certainement pas coller à l'actualité. Le philosophe politique, si quelque chose de tel existe, n'épouse pas le présent, il ne se contente pas de lui répondre, il ne se contente pas de lui laisser lui dicter ses questions, mais il considère de manière polémique ce qui dans ce présent est actuel. Répondre à l'époque, ce n'est donc ni acquiescer, ni obtempérer. Cela donne, à la manière de Lefort, une tournure volontiers polémique qui est l'envers exact de ce que notre présent appelle le présentisme. C'est pourquoi il ne faudrait pas, encore moins aujourd'hui, que le nom de Lefort revienne à la surface pour s'enfoncer sous le clapotis brunâtre des temps consensuels. Lefort aurait pu dire, et qui l'a fréquenté de près le sait, comme Rousseau, que c'est la colère qui lui tenait lieu d'Apollon. Et toute lecture de Lefort doit se rendre à la hauteur de ce mouvement de réprobation face au monde tel qu'il va. On peut se rappeler ici que dans la préface de Signe, Maurice Merleau-Ponty raconte l'évolution de ce qu'il appelle « deux enfants dans le monde de la politique ». Ces deux enfants, ce sont Nizan et Sartre. Le premier, Sartre, s'en était pris au second, Nizan, qui avait démissionné du Parti communiste français au moment du pacte germano-soviétique. Merleau-Ponty commente, je cite Signe. On comprend alors les objections de Sartre, celles qu'il fait aujourd'hui au Nizan de 39, et pourquoi aussi elles sont sans force contre lui. Nizan, dit-il, était en colère. Mais cette colère, est-ce seulement un fait d'humeur ? C'est un mode de connaissance qui ne convient pas mal quand il s'agit du fondamental. La colère est un mode de connaissance qui ne convient pas mal quand il s'agit du fondamental. C'est pourquoi, au don de la pensée de Lefort, doit répondre une lecture qui s'impose au moins l'impératif de ne pas réduire sa puissance d'insurrection, et aucune reconstruction de sa théorie politique ne saurait étouffer le sentiment d'injustice qui l'a sans cesse motivé.
ou pour citer un poète qu'il aimait beaucoup, Michaud, et dont Laurent va nous parler tout à l'heure, donc c'est non. Lefort eût pu faire sienne cette formule de René Char, qu'il ne cite pas beaucoup, « Je n'écrirai jamais de poème d'acquiescement ». Ne pas acquiescer, c'est donc ce à quoi nous invite aujourd'hui Claude Lefort. Pour répondre à cette invitation, ne pas acquiescer, la revue Poésie a proposé aux personnes suivantes d'intervenir, et on est très heureux de les accueillir. Anne Dugin, politiste, qui dirige la revue Esprit, qui est poète, et qui a publié récemment Noyau manquant aux éditions Gallimard. Géraldine Mühlmann, philosophe, professeure des universités, historienne, journaliste aussi, et qui produit sur France Culture l'émission Avec philosophie. Elle vient de publier un ouvrage consacré aux faits et dont le titre est aussi une manière de ne pas acquiescer pour les faits. Gilles Bataillon, professeur à l'EHESS, historien et sociologue, spécialiste des questions d'anthropologie de la violence et dont le terrain d'élection a été d'abord l'Amérique latine et qui se trouve lié par des rapports familiaux avec Claude Lefort, puisqu'il en était le neveu, puisqu'il en est le neveu. Ce n'est pas parce que l'oncle est mort que le neveu n'est plus. Enfin, Patrick Auchard, philosophe et historien de la philosophie, connaisseur profond de l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty, d'Hannah Arendt et de Claude Lefort, qu'il a bien connu puisqu'il a suivi de nombreux séminaires. Prendront la parole pour la revue Poésie, je les présente même si c'est les locaux de l'étape, Claude Mouchard, qui a été l'ami proche, mais aussi l'éditeur de Claude Lefort, puisqu'il a édité, vous vous en souvenez sans doute, chez Belin en 2007, une somme d'écrits tout à fait considérable de Claude Lefort sous le titre « Le temps présent », écrit 1945-2005, et plus récemment au PUF, Lecture politique de Dante à Solzhenitsyn. Et enfin, Laurent Génie, qui appartient aussi au comité de la revue Poésie, et qui vient de publier aux éditions Verdier un livre important sur l'instant. Alors, l'idée, c'est d'essayer de répondre au présent de Lefort, et de le faire de la manière la plus intense possible. Et donc, si Anne veut bien commencer, nous t'écoutons. Anne Dugin. Bon, merci Martin. Et bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici pour évoquer le Lefort tel que moi je l'ai découvert et tel qu'on continue collectivement à Esprit de travailler à partir de ses intuitions, à partir de ce qu'il a donné à la revue. Alors je pense que c'est intéressant de rappeler que Lefort, c'est un fait générationnel, mais pas que, était vraiment un homme de revue. Il a compagnonné avec plusieurs d'entre elles, de Poésie, Esprit, mais aussi Commentaires. Il a même écrit un article dans les temps modernes au début. Donc il était très représentatif de cette sociabilité intellectuelle qui ne veut pas séparer la pensée politique des questions de société, y compris de littérature. Et donc, moi je vais vous parler de ce qu'il a, je pense, articulé peut-être plus spécifiquement dans Esprit, mais aussi la manière dont il a marqué ce collectif et dont ce collectif continue de travailler à partir de certaines de ses intuitions, et notamment de l'importance qu'il faut accorder à la littérature et au texte pour penser ce qui nous arrive sur un plan politique. Alors, le compagnonnage de Lefort avec Esprit, il démarre véritablement au mi-temps des années 70, il s'accentue au début des années 80, et ça correspond à un moment intellectuel important pour cette revue, qui cherche la voie d'une gauche antitotalitaire, ce qui s'appellera la deuxième gauche. Et Lefort est très vite apparu comme une personne ressource pour ce collectif, parce que Lefort avait une théorie critique du totalitarisme, et il était en train de l'élaborer, qui se démarquait nettement des critiques libérales traditionnelles du totalitarisme, et en particulier de la critique aronienne, qui concevait le totalitarisme comme un antilibéralisme, comme un alibéralisme radical, alors que pour Lefort, il fallait le comprendre comme une pathologie interne à l'idée démocratique. Et ce point-là a énormément marqué Esprit et a fait, on va dire, phosphorer beaucoup les équipes. Et une des dernières interventions de Lefort dans Esprit, c'est en 2011, dans un entretien avec Pierre Rosanvallon,
à l'épreuve du politique. Et je cite Rosan Vallon qui lui dit « Votre apport a été double. D'abord, bien sûr, l'analyse du totalitarisme, mais cette analyse n'avait pas pour seul but de critiquer un régime, elle voulait penser à neuf la démocratie. Et la force de votre analyse est d'avoir montré que la compréhension du totalitarisme était la condition de l'approfondissement démocratique, et que la démocratie ne pouvait se développer si l'on ne comprenait ce qu'avaient été les ressorts de ses pires négations ou de ses pathologies. » Et donc, dans cet effort pour penser la démocratie au miroir du totalitarisme, pour toujours en fait élaborer ces deux figures de façon circulaire, il y a d'une part, et l'extrait qu'on a entendu là le disait bien, pour Lefort, le projet totalitaire comme celui d'une société fascinée par le un, par l'unité, qui se veut transparente à elle-même. Et en contrepoint, la démocratie, et c'est sa fameuse thèse du lieu vide du pouvoir, la démocratie comme ce type du régime où le lieu du pouvoir est vide, alors évidemment il ne l'est pas réellement, mais il l'est en principe au sens où personne n'a le droit de se l'approprier. Il y a une compétition libre pour accéder au pouvoir provisoirement et les occupants du lieu du pouvoir doivent pouvoir être congédiés. Et cette condition démocratique et ce lieu vide du pouvoir, ils sont chez Lefort, il le rappelle tout le temps, inséparables de la condition de la modernité, en fait, qui nous prive d'une source unique et non discutable, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ethnique ou qu'elle soit de classe, d'une source à l'ordre social qui ne pourrait plus être contestée. La société démocratique moderne n'a plus ce fondement. Et ça, c'est très important, y compris par rapport à ce qu'il articule ensuite par rapport à la question de la littérature. Alors, si Lefort a tant marqué la revue Esprit, c'est notamment à travers ce qui était son originalité, donc je l'ai dit là, penser le totalitarisme et la démocratie en miroir et circulairement, mais l'attention qu'il avait à la littérature lui a permis d'articuler un certain nombre de choses de manière peut-être plus spécifique. Alors je cite là dans un des derniers hommages qui ont été faits à Lefort dans Esprit, c'était en 2019, l'inquiétude démocratique Claude Lefort au présent. Myriam Revaud-Dallon dit, dans une table ronde qui s'appelait « Le concept de totalitarisme est-il encore pertinent ?», elle dit « Quand Lefort commence à travailler sur la critique de la bureaucratie, ce qui émerge de son œuvre, c'est d'abord son insistance sur l'expérience, comme si son orientation était déjà phénoménologique. Ce qui ressort du livre sur Solzhenitsyn, donc Un homme en trop, livre qui a énormément marqué les équipes de la revue à l'époque, c'est l'image d'une totalité sociale sans altérité et la condensation de la loi, du pouvoir et du savoir, au fond, l'idée de refaire corps contre la désincorporation démocratique. Alors c'est intéressant que Myriam Revaud-Dallon évoque expérience, approche phénoménologique. Finalement, ce que l'attention à la littérature, dans la manière dont il a lu L'archipel du Goulag, permet à Lefort de saisir, c'est la chair, c'est l'expérience sensible, c'est la dimension sensible de l'expérience totalitaire, c'est l'élément humain, ce que Lefort appelle l'élément humain, ça c'est une expression qui est dans Un homme en trop, donc le livre qu'il consacre à l'archipel, et qui revient beaucoup sous la plume des auteurs d'Esprit ensuite, l'élément humain qui anéantit, qui ouvre toujours la possibilité de l'imprévisibilité, qui ouvre une brèche où vont s'engouffrer des paroles, où vont s'engouffrer des actions, et qui va pouvoir subvertir finalement les hiérarchies. Cet élément humain, évidemment, il est central dans l'économie romanesque, et l'attention que Lefort y porte dans la littérature le rend capable d'articuler ça ensuite dans la réflexion politique. Mais je voudrais surtout m'arrêter sur un texte qui s'intitule « Humanisme et anti-humanisme, hommage à Salman Rushdie ». Donc encore un auteur que Lefort a lu de près et à partir duquel il a pensé. Au départ, c'est une contribution, c'est un texte qui est d'abord une contribution à un colloque intitulé « L'homme et la société », qui a lieu à Lausanne en 90, qui sera publié dans Esprit, et puis qui sera repris dans Écrire à l'épreuve du politique. Alors, cette contribution de Lefort,
elle s'inscrit dans les débats qui sont très intenses à l'époque sur l'humanisme et dans le contexte de la montée en puissance de la question des droits de l'homme, qui soulève beaucoup de questions, et qui soulève beaucoup de questions notamment autour de cette abstraction centrale qui est l'homme. L'homme, mais quel homme? Et donc tout le débat qui anime à ce moment-là un certain nombre de cercles, le monde des sciences sociales et la revue en particulier, de cette tension entre l'homme avec un grand H est toujours soupçonné d'être une abstraction bien peu saisissable, et pour autant se référer toujours à des hommes ou des femmes dans un contexte très particulier, historique, etc., fait courir le risque d'un certain relativisme. Alors, Lefort, pour là, repart, dans cette contribution, repart de cette idée d'indétermination radicale qui définit la modernité, et il nous dit dans ce texte, voilà, l'homme n'est jamais donné d'emblée à travers une définition qui le précède, mais il doit inventer en permanence une représentation de lui-même qui a vocation à être universellement partageable. Il nous dit l'humanité est infigurable, et là on retrouve la question de la représentation, mais elle doit chercher à renouveler sans cesse les voies de sa représentation. Et alors là, on voit évidemment que la littérature est le lieu privilégié de ce travail, où les sociétés humaines élaborent le sens, le complexifient, le contredisent, le remettent sur le métier en permanence, et un sens qui reste ouvert et qu'aucune autorité politique ou religieuse ne peut revendiquer détenir. Et c'est bien ça qui justifiait l'hommage à Salman Rushdie suite à la condamnation dont il était évidemment l'objet. Et Lefort a vraiment des paragraphes lumineux pour nous dire que cette indétermination qui est pour lui au cœur de la modernité démocratique, qui fait le caractère inappropriable de l'œuvre, il écrit « L'œuvre est cela même qui se détache, une fois faite, elle se suffit. C'est ainsi qu'elle est humaine, en droit donné à tous les hommes. » Et donc cette indétermination qui est au cœur du travail littéraire et romanesque, c'est aussi l'indétermination de celui qui la reçoit. C'est-à-dire que l'œuvre tire sa puissance du fait qu'elle s'adresse à un public qui est lui aussi indéterminé, qui peut s'en saisir, y compris de manière complètement inattendue. Et donc il y a toujours une tension entre la situation de l'écrivain, le contexte dans lequel il écrit, y compris les données biographiques dans lesquelles il est pris, et l'expérience du monde qu'il va composer, qui lui échappe, qui va toujours au-delà, qui doit toujours aller au-delà de ce que lui-même finalement en pensait ou pouvait en dire. Et cette situation très spécifique de l'écrivain, le parallèle il le faisait dans l'extrait qu'on a entendu, c'est aussi pour lui la position du philosophe. Et je vais m'arrêter là, mais en concluant peut-être sur ce qu'il me semble, Lefort a livré, nous laisse aujourd'hui encore, comme réflexion sur ce que peut apporter l'attention à la littérature dans la pensée du moment politique. Je crois que ce qu'il nous dit de plus important, c'est que si la littérature importe, c'est qu'elle est le lieu d'une expérience, et elle est le lieu d'une tension, d'une contradiction qui doit rester irrésolue. Les grandes œuvres, celles qui durent, celles qu'il faut relire, c'est celles qui posent une question à laquelle il n'y a pas de réponse définitive. Et c'est par le fait même qu'elle est remise sur le métier sans cesse qu'elle peut nourrir la réflexion politique. Mais je crois aussi qu'en disant ça, il pointe en creux un risque auquel lui a échappé, mais auquel je pense qu'il faut qu'on soit attentif, qui serait de réduire les œuvres aux commentaires philosophiques qu'on peut en faire, qui les fige dans des lectures univoques, qui en fait les ornements d'un message. Et je crois que ni l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, ni les versets sataniques de Salman Rushdie n'ont complètement échappé à ça. Je crois que ce sont devenus, pour certains de leurs lecteurs en tout cas, des œuvres messages, là où justement c'est à travers ce qui échappait au message dont on voulait qu'elle soit l'ornement, qu'elles ont mis en mouvement, qu'elles ont suscité la réflexion politique. Alors ce regard très attentif sur les œuvres, sur leur forme, sur les mots, sur les images, sur la manière dont elles sont agencées, et une manière qui, voilà, si ça avait été d'une autre manière, c'était plus la même œuvre.
Le Fort en était tout à fait capable. Il a les notes de lecture qu'il a pu donner sur des poèmes, sur toutes sortes d'autres textes, témoignent de cette attention, cette véritable attention au texte pour ce qu'il a à dire lui-même, la façon dont les mots sont distribués sur la page, etc. Et je crois que c'est à ce type d'attention, c'est ce type d'attention qu'il faut aujourd'hui encore avoir vis-à-vis des œuvres pour qu'elles nous enseignent, et pour qu'elle nous enseigne peut-être dans un moment difficile comme celui où nous sommes. Voilà. Merci beaucoup Anne, et on va demander maintenant à Gilles Bataillon de prendre la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé mon intervention « Retrouver le sens de l'orientation ». Et je voudrais partir du classement que j'ai fait des papiers de Lefort après sa mort, où j'ai trouvé toute une série de textes, certains publiés comme des préfaces à des livres, certains de lui, d'autres auteurs en Corée, au Japon, au Brésil, et des textes qu'il n'avait jamais jugé bon de publier, qui étaient certains très achevés sur l'éducation, d'autres sur l'indétermination, mais je voudrais plus spécifiquement m'arrêter sur des textes politiques. Je m'explique. Lefort est philosophe et il n'y a nul doute là-dessus, et il a dit sèchement à plusieurs reprises qu'il ne goûtait pas qu'on le nomme sociologue ou politiste, même s'il travaillait sur des faits sociaux et politiques. Et il me semble que ses accointances avec Machiavel tiennent à son goût comme celui de Machiavel pour la politique. C'est-à-dire Lefort est quelqu'un qui lit et commente et pense à partir de ce qu'il appelle des œuvres de pensée, mais il ne pense pas moins au regard de son expérience relativement brève de militant politique à la 4e internationale, à SOUB et à Pouvoir ouvrier, à cette espèce de chose hybride qu'était le Cercle Saint-Just, et ensuite son rôle dans des revues politiques. Et il y a tout le temps un va-et-vient entre ce qu'il voit, ce qu'il observe de l'actualité politique, aussi bien en France que dans le monde totalitaire, que dans le Brésil, pays qu'il connaissait et qu'il aimait, et dans les textes politiques qu'il écrit. Et qui, si on fait une espèce de bibliographie de Lefort, il y a tout le temps un va-et-vient entre des textes qui renvoient à des œuvres de pensée et des textes politiques. Et si on pense à l'œuvre de Machiavel, dont la découverte est fondamentale pour lui, il y a deux personnages derrière lui dans ce qu'il écrit, qui sont Merleau et Machiavel. Mais Machiavel écrit ses traités politiques après son travail au sein des offices. Et ça, c'est capital si on veut comprendre son intelligence de la politique. Une deuxième remarque. La conjoncture présente est marquée par la possibilité qu'un parti d'inspiration fasciste arrive au pouvoir. Alors vous me direz, en quoi Lefort peut nous éclairer sur la situation? Il a très peu écrit sur le nazisme. Effectivement, à l'époque où il commence à s'intéresser à la politique et à écrire, le nazisme est discrédité par la Deuxième Guerre mondiale et il y a quelques groupuscules sans emprise qui véhiculent ces idées qui vont remonter en force à l'occasion des guerres coloniales et à partir des années 80-90. Et donc, pour essayer de penser le moment présent, en essayant de repartir de questions qui étaient les siennes, je voudrais me servir de textes qu'il a écrits dans les années 90 et fin des années 70. Un texte qui s'appelle « L'impensé de l'Union de la gauche » qu'il a publié dans l'Invention démocratique, et un certain nombre de textes parus dans Esprit, ou de textes pour les journaux, pour Libération, d'entretien pour Le Monde, des années 90. Quelle est la situation dans laquelle nous sommes? Nous sommes dans une crise politique qui n'a rien d'une crise politique ordinaire, d'un conflit entre les partis, mais nous sommes dans un moment équivoque où un parti d'inspiration fascisante peut obtenir la majorité absolue, être appelé à gouverner, ou être le premier parti et qu'il y ait une crise de régime.
Comment nous en sommes arrivés là? Nous en sommes là parce que depuis 10 ans, la scène politique est dominée par 3 partis de type bonapartiste ou populiste organisés autour d'un chef, puis de sa fille, c'est le Rassemblement national, d'un parti, mouvement, dit-on, gazeux, la France insoumise, organisé autour de quelqu'un qui a tous les traits d'un petit égocrate, Jean-Luc Mélenchon, et d'un parti tout aussi bonapartiste qui se donne des apparences d'une technocratie napoléonienne, qui est le parti de Macron. Quand je lis des choses sur le fonctionnement du Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique, des classiques sur ce sujet, des critiques politiques du PRI, j'ai l'impression de voir le parti de Macron. Un président élu fait, décide de tout, ou demande à des hommes de confiance de décider de tout avec le succès que l'on connaît. Cette dissolution, elle ne marque pas simplement la marque de l'hubris de Macron. Elle marque une chose qui avait été soulignée par Lefort à propos d'un texte sur le Kosovo. On dit que les politiques sont ceux qui ont l'éthique de la responsabilité et les intellectuels l'éthique de la conviction. Là, c'est l'inverse. On a un président qui a l'éthique de la conviction, qu'il sait, qu'il incarne le savoir et que d'une certaine façon, lui et ses pairs sur l'économie savent que le modèle néolibéral est indiscutable, et c'est comme si dans ce travail de la désincorporation accompli par le régime et l'expérience démocratique, il y avait quelque chose avec le néolibéralisme où on voulait réincorporer quelque chose sur le savoir de l'économie qui devenait indiscutable dans la main d'un petit nombre d'experts dont Macron ou un Le Maire et quelques autres personnages du même type se pensent l'essence. Donc la crise renvoie à ça. Et on est face à une menace de l'arrivée au pouvoir d'un parti fasciste. Alors un certain nombre de gens disent le FN n'est plus là, il y a un Rassemblement national, il a édulcoré son programme. Non, il y a un principe d'un clivage, le peuple sain contre les ennemis du peuple, qui est toujours à l'œuvre, et disons, comme l'a très bien montré un historien politiste comme Grégoire Kaufmann, on est passé d'un racisme biologique à un culturalisme exacerbé. Mais ces figures de l'ennemi du peuple, du refus du pluralisme, sont là en permanence. Face à ça, c'est reconstituer un épisode 2 de la NUPES qui a pris le nom de Nouveau Front Populaire. Et un certain nombre d'intellectuels jadis libéraux semblent avoir complètement perdu la boussole. C'est-à-dire que ces gens qui souvent se mettent dans le sillage d'un totem qu'ils ont constitué Raymond Aron beaucoup plus fin et subtil que leurs élucubrations. Aron faisait un distinguo clair dans les totalitarismes en disant le nazisme a cette spécificité d'avoir orchestré un génocide, alors que le stalinisme ou l'expérience totalitaire soviétique a toujours laissé la place et l'opportunité à ceux qui voulaient rallier le régime, battre leur coupe, faire leur autocritique sincère, de rallier les nouveaux possédants et les nouveaux dirigeants du pays. Après tout, l'exemple du grand régime totalitaire que nous connaissons aujourd'hui, qui est celui de la Chine, a un dirigeant qui est typique de ça. C'est une élite mise de côté, mise au rebut, passée par des campagnes, des purges, et Xi Jinping revient sur la scène et devient le leader incontesté comme Mao. Donc il y a dans l'abomination, dans le totalitarisme, un degré qui est franchi par le Rassemblement national, que quelles que soient les ambiguïtés de la France insoumise par rapport à un certain de thèmes totalitaires, il y a une différence abyssale et ce n'est pas du tout la même chose. Et là, on a des intellectuels qui ont perdu complètement le sens de l'orientation. Il est évident que dans un deuxième tour, entre des fascistes et tout autre groupe politique, il faut voter pour ces autres groupes politiques, y compris des gens qui ne sont pas au clair avec des régimes totalitaires ou des régimes tyranniques. Et disons, Mélenchon
et ses lieutenants les plus fidèles, la promotion Lénine qu'il a intronisée, incarne parfaitement ça. Est-ce à dire que pour autant on doit applaudir et ne faire aucune critique sur ce qu'est ce nouveau front populaire? Disons sans embâche qu'il résout autant de problèmes qu'il en pose de nouveaux. Et c'est là qu'il faut retrouver le sens de l'orientation et le sens du choix que les dirigeants politiques de cette nouvelle alliance s'arrogent et prétendent incarner aux dépens de tous autres. Prenons les chevaux qui ruent dans les brancards à la France insoumise. Une certaine Clémentine Autain, un certain Ruffin et des gens qui ont longtemps été les chiens de garde de Mélenchon, Raquel Garrido et Alexis Corbière. Ces gens se sont tus et n'ont pas pipé mot pendant des années, et aujourd'hui, pour ceux qui ont été exclus d'un droit à reconcourir et à rebriguer leur mandat parlementaire, ils estiment avoir le droit de se présenter comme des dissidents sans autant être des ennemis du parti. Et les gens qui appellent à la discipline au sein de la Nouvelle Alliance, des gens du Parti Socialiste, des gens de place publique qui me semblent les plus intéressants de cette alliance, des écologistes qui, au-delà de leurs querelles, ont pu représenter quelque chose alors qu'aujourd'hui ils ont sombré dans les querelles les plus ridicules, pour être sympathiques, disent « nous avons le droit de soutenir ces gens-là ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que nous réapprenions tous à juger de ce que sont des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont des démocrates au regard de leurs actions, de leurs discours, de leur rhétorique. Et que contre certains candidats dits de gauche qui, dès le premier tour, flirtent avec des thèmes totalitaires, on est tout à fait en droit de voter pour d'autres candidats. Je vais vous prendre d'un inconnu, parler d'un inconnu que j'aime bien, qui s'est retiré de la vie politique, qu'il se trouve que je connais par les hasards de la géographie, qui est quelqu'un qui a été secrétaire d'État à la ruralité et qui était le maire de l'Argentière. Ce monsieur a été député La Renaissance et il a quitté Renaissance et il dit « je ne me présente pas parce que tout ça est de la guignolade. J'aurais à voter pour un homme comme ça, Giraud, contre un des pires lieutenants de Mélenchon à Marseille au premier tour, je voterai bien évidemment pour cet homme que je sais être un député honnête, un maire qui a sorti une ville industrielle du marasme, et en disant, moi, individu pensant, au regard du passé démocrate de l'un et du passé magouilleur bonapartiste de l'autre, je choisis un démocrate contre un magouilleur bonapartiste. Voilà. Merci beaucoup Gilles pour cette actualisation vigoureuse de certains textes, en effet, comme tu le dis, à la fois des années 60 et des années 90. Beaucoup de ces textes dont tu as parlé sont inédits et beaucoup d'autres se trouvent dans le temps présent, le volume que Claude Mouchard avait composé, avec Claude Lefort d'ailleurs, et avec Geneviève Bouffartic, ça nous permet de rappeler son souvenir. Claude, c'est à toi. C'est à toi d'abord? Ah bah non, alors vas-y, très bien. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très honorée d'être présente avec vous, la revue Poésie, et vous qui avez l'habitude, je crois, de ces entretiens du samedi. Et je dirais, pour commencer, que je crois qu'ici, chacun arrive avec sa singularité, qui est double, la singularité de son rapport à l'effort et la singularité du rapport au présent et à la situation politique. Ce qui peut déboucher sur un propos direct, comme on vient de l'entendre, politique directe, ou ce qui peut déboucher, comme d'autres le feront, je pense, autour de moi, sur quelque chose de plus indirect. Je dirais, pourquoi en ce moment j'ai envie de penser à l'effort? Et si je pense à lui, à quoi est-ce que je pense? Donc c'est juste ça que je voudrais partager, c'est-à-dire une manière en fait oblique, assumée comme telle, de peut-être dire des choses sur le présent sans avoir de certitude parfaite
vous entendrez peut-être plus que je n'ai l'intention de dire, ce qui arrive souvent. Je remercie Martin d'avoir dit que j'ai fait paraître un petit livre qui s'appelle « Pour les faits » il y a quelques mois. Et dedans, j'évoque le risque d'une virtualisation du monde, une sorte de déréalisation du monde dont le caractère sensible et partageable au titre d'expérience sensible, me semble en péril. Je ne saurais dire si c'est un constat objectif, est-ce que ce mot a tellement de sens. C'est en tout cas une angoisse très profonde qui est la mienne. Je pense qu'il y a un processus de cet ordre. Beaucoup de choses arrivent, elles sont loin de nous sur le plan sensible. Les guerres sont terriblement loin de nous sur le plan sensible. Les chocs, comme celui d'il y a 15 jours lié à ces élections, n'aident pas à retrouver un lien sensible. Nous avons besoin de temps et ce n'est pas la denrée la plus abondante en ce moment, le temps. Donc je pense que le rapport sensible aux choses ne va pas bien et c'est une angoisse en fait que j'ai depuis assez longtemps, dont je voulais vous parler et c'est ça qui va me faire parler de l'effort. J'ai le souvenir d'un texte décisif pour moi, notamment dans mon choix de faire ma thèse à la fin des années 1990 sur le journalisme, sur la question du journalisme. À quoi servent ces gens ? Et évidemment que la réponse à travailler était à nous faire sentir le monde. Lefort, en 1984, dans Passé Présent, a écrit un texte sur George Orwell qui est somptueux, intitulé « Le corps interposé, 1984 » de George Orwell. Il y montre comment l'enjeu d'un régime imaginaire, mais faisant plein d'écho à plein de réalités, était de détruire le rapport sensible au monde d'un individu, Winston, rapport sensible au monde, y compris retour d'une sexualité, d'un désir qui était interdit par le régime dans le roman et qui a été réveillé chez Winston par des regards. Le regard est fondamental dans 1984, celui en particulier de O'Brien, qui s'avérera être celui qui va le détruire, le torturer à mort, même s'il survivra. Il a cru que ce regard était bienveillant, il s'est trompé, il a mal senti, si j'ose dire. Il a croisé le regard de Julia, dont il va tomber amoureux. Il a mal senti, là aussi, il a cru qu'elle était une ennemie, alors qu'elle s'avère être ça, un très grand amour. Néanmoins, ça a réveillé quelque chose de sensible et de sensuel dans les deux cas, qui a conduit à l'expérience d'un amour, à un réveil du corps, qui aussi, et c'est très important, a délivré à l'intérieur de Winston un chemin pour retrouver le passé. C'est par le corps que passe le rapport au passé. C'est son corps sexué et sensible qu'il faudra précisément à O'Brien détruire par la torture, d'abord concrètement, et il y a cette scène terrible où au bout de plusieurs mois, Winston se voit dans le miroir, il voit un corps décharné, bosselé, dit le texte. Il y a cette scène folle où il voit son regard et il ne reconnaît plus son propre regard dans le miroir. Et ensuite a lieu la torture ultime dans la chambre 101, celle qui détruit à l'intérieur du corps. Et à l'intérieur du corps, il faut pour cela des tortures appropriées. Et O'Brien, qui le connaît très bien, le met face à des rats susceptibles de le dévorer. Il hurle et il donne Julia. Il dit « Mangez Julia, détruisez Julia et pas moi ». En somme, il détruit l'amour. Il détruit ce seul individu avec lequel il a pu avoir un lien sensible, interdit par le régime. Sentir les choses, c'est donc à la fois fragile et décisif, c'est ce que dit Orwell, c'est ce que dit Lefort, et ça peut évidemment se perdre. Pour moi, être journaliste, c'est essayer de travailler sur cette chose qui peut se perdre et la faire partager. Eh bien, c'est Lefort que je suis allée voir en 1997 quand j'avais envie de travailler là-dessus. C'est un moment très important pour moi. Je lui ai parlé de son texte sur Orwell. J'avais peur parce que j'étais philosophe et travailler sur le journalisme, c'était pour certains une trahison, c'était inconvenant, c'était étrange.
Et il a trouvé ça tout à fait normal. Voilà. Et bien. Et il m'a indiqué Miguel Abinsour, avec qui j'ai eu une relation intellectuelle décisive ensuite, qui a dirigé mon travail. Tout cela me hante encore, et je pense que le récit sensible du monde a insuffisamment de place dans un univers démocratique qui est fondamentalement un grand bavardage. Le discours, comme disait Jeunette, l'a emporté sur le vrai récit, et je ne parle pas des storytelling, je parle du récit sensible. Quelques points juste pour parler du texte de Lefort maintenant. Vraiment quelques points, je ne serai pas longue du tout. C'est en 1984 que Lefort a signé ce texte. Et il commence en disant « Ce livre a maigri ». Ce livre a maigri comme Winston a maigri sous la torture, comme la langue a maigri, ça a obsédé terriblement Orwell. Et il voulait dire par là que c'était terrible, peut-être à coup de programmes de seconde et de première, j'en sais rien, de façon de mettre Orwell dans les manuels. On a oublié que c'était un grand écrivain. On a oublié que ce roman est un très très grand roman. Et c'est ce que dit assez longuement et magnifiquement Lefort. Je pense que 40 ans après, la question se pose. A-t-il maigri ou enfin va-t-il grossir un peu dans nos imaginaires? Voilà. Je voudrais dire aussi que c'est intéressant de voir que la torture du corps, avant même la chambre 101, permet de perdre la vérité factuelle. Ce qui arrive à Winston, c'est qu'il voit 5 doigts là où il y en a 4. Il voit autre chose que la factualité sensible. Comme quoi, on peut détruire la factualité sensible. J'insiste aussi sur le fait que le corps, il le dit tellement bien Lefort, est le chemin vers l'archaïque, le monde d'avant. Et d'ailleurs, il y a des notations très fines où, quand il commence à écrire un journal au début du roman, Winston ne sait pas ce qu'il a à écrire, il n'a rien à écrire, et il note simplement, il regarde sa propre écriture, minuscule, quoique enfantine, dit Orwell, qui monte et descend sur la page. J'ajouterais qu'il y a un petit objet très intéressant dans 1984 sur ce qu'est le sensible. Je crois que c'est une leçon, c'est de la poésie. Sur le fait que quelque chose de terriblement sensible peut réveiller un corps et le rapport au monde. C'est un bloc de verre, une sorte de presse-papier que trouve Winston chez l'antiquaire, je cite Orwell, qui formait presque un hémisphère, qui avait une douceur particulière, rappelant l'eau de pluie. Au milieu du bloc se trouvait un objet rose et convoluté qui rappelait une rose ou une anémone de mer. L'antiquaire lui dit alors que c'est un corail de l'océan Indien encastré dans du verre, Orwell. Ce qui lui plaisait, ce n'était pas tellement sa beauté, mais son air d'appartenir à un âge tout différent. Le verre doux et couleur d'eau de pluie ne ressemblait à aucun verre qu'il eût jamais vu. Et c'est ce qui déclenchera son premier rêve, dont il aura l'impression qu'il se joue à l'intérieur du presse-papier et où il reverra le geste de sa mère protégeant dans son bras un enfant, lui ou sa sœur. Premier rêve qui produira aussi, écrit Orwell, un faisceau de petits faits. Un faisceau de petits faits qu'il remarquera soudain dans son monde extérieur. Et ma dernière remarque sera celle-ci. L'enjeu est de restaurer l'erreur des sens. C'est ça l'enjeu aussi dans 1984. Et en réalité, l'erreur reviendra puisqu'il verra 4 doigts au lieu de 5 ou 5 doigts au lieu de 4, je ne sais plus. Il faut donc faire démentir ceux qui travaillent dans le monde à ne plus nous faire ressentir ce monde. Il nous faut protéger ce qui est fragile dans le rapport sensible au monde. Et il y a une scène terrible où Winston et Julia savent qu'ils vont être détruits et ils ont tellement confiance dans le corps et dans le désir et dans le sensible qu'ils disent « ils n'entreront pas en nous ». Ils n'entreront pas en nous. Le corps est protecteur.
Et le régime les fait mentir, puisqu'avec la chambre 101, après avoir détruit le corps, on entre à l'intérieur du corps et c'est l'archaïque, et c'est la capacité à rêver et à sentir qui est elle-même atteinte. Et j'insiste sur le fait que Julia et Winston ne meurent pas. Ils sont morts, mais ils se rencontrent à la fin du roman. Ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus de rêve. Et c'est important, je trouve, que Orwell ne les ait pas juste fait mourir biologiquement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Géraldine Mühlmann. Évidemment, pour des femmes et des hommes qui s'occupent d'une revue de poésie, t'entendre dire qu'il faut travailler sur ce qui peut se perdre et isoler des moments sensibles qui devraient être préservés au niveau de la sensibilité, tu as fini là-dessus. Évidemment, c'est pour nous un lien à Lefort qui est tout à fait central, décisif, et la notion d'imperdu, de travailler à l'imperdu, est une notion qui est centrale dans ce qu'on essaie de construire en ce moment, notamment à partir de Celan, dans la revue. Et donc je conseille à ceux qui n'ont pas encore acheté le numéro 187 de l'acheter. Voilà. On va donc maintenant, merci beaucoup à Gilles et à Géraldine, et maintenant on va écouter Laurent Génie. Merci beaucoup Laurent. Oui, je parlerai moi aussi du corps d'une façon un peu différente et en partant d'une autre question, c'est pourquoi un poète, Henri Michaud, figure-t-il dans un recueil d'écrits de Claude Lefort sur Merleau-Ponty? Et il faut souligner que ce poète n'y figure pas seulement comme un objet d'étude, mais comme une inspiration, puisque c'est une citation de lui qui donne son titre au recueil, sur une colonne absente, citation qu'il faut rétablir dans son intégralité, comme le fait Lefort à la fin de son essai sur Michaud. Je me suis bâti sur une colonne absente. Et je voudrais brièvement montrer que cette formule irradie dans la réflexion de Lefort, bien au-delà des écrits sur Merleau-Ponty, mais aussi dans sa pensée politique. À cette apparente incongruité de la présence d'un poète dans sa réflexion philosophique, Lefort fournit lui-même des justifications dans sa préface. Elles tiennent au fait que littérature et philosophie ont destin liés, et c'est évidemment la leçon que retient Lefort de la phénoménologie de Merleau-Ponty, et ce destin lié se concentre sur deux points qui sont étroitement corrélés. Comme les écrivains, les philosophes écrivent, et comme eux, ils ont affaire à une expérience de l'œuvre. Comment comprendre cet apparent truisme que les philosophes écrivent? C'est tout d'abord qu'avec la phénoménologie, et en rupture avec la philosophie classique, les philosophes savent qu'ils écrivent. Je cite ici, je passe sur la glose qu'en fait Lefort. Savoir qu'on écrit, c'est faire l'épreuve que le langage ne saurait accomplir une simple possession du monde, mais que son mouvement implique tout autant une dépossession, qui est le fait même de l'acte de parole. Sa prise, c'est aussi une déprise, et elle ne cesse de laisser un reste indéterminé, qui devra sans cesse être repris. Dès lors, philosophes et écrivains convergent vers une même expérience. En somme, ce que le philosophe retient du poète, c'est l'absence d'autorité et de fondement de sa parole. C'est qu'elle est aussi bâtie sur une colonne absente. Et c'est cette reconnaissance qui lui donne une paradoxale légitimité, mais qui fait aussi que l'œuvre, qu'elle soit poétique ou politique, est toujours en mouvement, occupée à se nier et à se reprendre. Or, peu de poètes auront aussi explicitement
pris conscience de cette absence de colonne qu'Henri Michaud. Lefort cite Michaud, donc c'est Michaud qui parle. Un écrivain est un homme qui sait garder le contact, qui reste joint à son trouble, à sa région vicieuse, jamais apaisée. Elle le porte. Lefort commente. Écrire et demeurer auprès de soi, mais de ce qui est sans figure, sans détermination positive, qui n'est pas non plus conscience, qui ne se signale que comme trouble, comme manque. Et l'on se souvient que c'est Michaud qui revendiquait un sixième sens, un sens qui modifie tous les autres, celui du manque. Il écrivait « Je le touche et le palpe comme du bois ». D'où la méfiance de Michaud vis-à-vis de sa propre écriture. Les limites que sans cesse il lui reconnaît avec défiance et parfois avec colère. N'a-t-il pas été à la fin de sa vie jusqu'à dénier son étiquette d'écrivain pour se définir exclusivement comme peintre, sans jamais cependant cesser d'écrire? Or, remarque Lefort, c'est pour connaître l'impossibilité de se voir écrivain que Michaud est le plus profondément écrivain. Pour renoncer à l'ultime sécurité que donne à d'autres la littérature, parce qu'il porte la menace de sa perte jusqu'au point où elle se convertit en pouvoir d'expression, parce que sa parole, née du dénuement, commande un dénuement de la parole poussé jusqu'au voisinage de l'évanouissement. Cependant, je voudrais faire un pas de plus. L'œuvre de Michaud n'est pas seulement pour Lefort une incarnation de l'écriture et de l'œuvre, qu'elle soit philosophique ou artistique. Elle est aussi une incarnation politique de ce qu'on pourrait appeler le corps démocratique. Bien sûr, il est étrange de trouver une signification politique à l'œuvre d'un auteur qui n'a eu de cesse de se refuser à tout engagement, collusion ou association. On se souvient de sa formule de refus d'agrégation à tout groupe, toute pétition et toute reconnaissance publique. Donc, c'est non. Mais pour Lefort, c'est oui. Et d'une autre façon. C'est qu'en effet, l'imaginaire corporel de Michaud peut servir de métaphore, et un peu plus que de métaphore, de modèle subjectif de l'expérience démocratique. Cet imaginaire de la faiblesse, de la fatigue, de l'impuissance, de la non-coïncidence à soi est aussi, ne l'oublions pas, un produit de l'œuvre de Michaud. Que trouve-t-on à ce propos sous la plume de Lefort? C'est dans le corps déjà que s'effectuent et se répètent les scissions qui font de l'identité une énigme. Au lieu où les organes, les membres, tirent chacun à soi tout le tissu du sensible. Là où sans cesse s'évanouit pour reparaître ailleurs le point vif du sentir. Là où s'allument et s'éteignent les pulsions d'amour et de mort. Là où aussi se séparent, comme attachés à deux vocations rivales, la droite et la gauche, un homme droit et un homme gauche, le haut et le bas, un homme vertical et un homme horizontal. Ainsi, ce corps dissocié est-il aussi un corps en travail, sans cesse occupé à décrire et à peser les tensions et les forces de ses factions, au fil des expériences toujours nouvelles d'une vie, deuil, dépaysement, état maladif, fracture ou expérience hallucinogène, pour n'en citer que les plus manifestes. Or, comment ne pas mettre en rapport ces propos avec un texte d'une toute autre nature, un texte de Lefort de 1983, repris en préambule dans ses essais sur le politique et qui s'intitule précisément « La question de la démocratie ». Se référant à Tocqueville, Lefort rappelle ce qui sépare l'imaginaire corporel de l'aristocratie, mais aussi dans une forme encore imprévisible par Tocqueville du totalitarisme, et celui de la démocratie. Incorporé dans le prince, le pouvoir donnait corps à la société.
En regard de ce modèle se dessine le trait révolutionnaire et sans précédent de la démocratie. Le lieu du pouvoir devient un lieu vide, on l'a mentionné tout à l'heure, vide, inoccupable, tel qu'aucun individu ni aucun groupe ne peut lui être consubstantiel. Le lieu du pouvoir s'avère infigurable. En somme, la démocratie se bâtit, comme le corps imaginaire de Michaud, sur une colonne absente. Elle s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. Je cite encore Lefort. Elle inaugure une histoire dans laquelle les hommes font l'épreuve d'une indétermination dernière quant au fondement du pouvoir, de la loi et du savoir, et au fondement de la relation de l'un avec l'autre, sur tous les registres de la vie sociale. Et c'est précisément cette indétermination, cette colonne absente, ce vide central qui la fonde. On ne saurait négliger tout ce que cette nouvelle situation inaugure d'inconfortable. Et là encore, c'est Lefort qui en indique la conséquence paradoxale. Je cite, « L'aménagement d'une scène politique sur laquelle se produit cette compétition fait apparaître la division, d'une manière générale, comme constitutive de l'unité même de la société. » Deux remarques pour finir. La première, c'est que malgré les apparences, la littérature n'est pas séparée du politique. On y retrouve les mêmes clivages constitutifs. S'il existe une littérature démocratique, ce n'est pas parce qu'elle s'engage auprès d'une cause ou d'un parti, c'est parce qu'elle sait dans l'écriture même faire la part de l'indéterminé et des conflits qui l'habitent et la font vivre. C'est parce qu'elle est le lieu permanent d'une désidentification en acte et d'une perpétuelle reconquête d'identités provisoires, contestables et révisables. Le contraire, nous savons ce que c'est, mais aujourd'hui, plus que jamais avec Lefort, il faut aussi inlassablement le rappeler et le décrire. J'étais trop vite. Quand l'insécurité, je cite Lefort, quand l'insécurité des individus s'accroît, en conséquence d'une crise économique ou des ravages d'une guerre, quand le conflit entre les classes et les groupes s'exaspère et ne trouve plus sa résolution symbolique dans la sphère politique, quand le pouvoir paraît déchoir au plan du réel et vient à apparaître comme quelque chose de particulier au service des intérêts et des appétits de vulgaires ambitieux, alors se développe le fantasme du peuple un, la quête d'une identité substantielle, d'un corps social soudé à sa tête, d'un pouvoir incarnateur, d'un État délivré de la division. Question d'imaginaire du corps, encore, et ajouterai-je, de renoncement à l'œuvre, au sens où l'entend Lefort. Merci beaucoup Laurent Génie. Et donc maintenant, on va entendre Claude Mouchard, qui donc, je le rappelle, avait édité Le Temps présent, et plus récemment au PUF, les préfaces politiques de Lefort sous le titre « Lecture politique de Dante à Solzhenitsyn ». Merci. Je ne vais pas prétendre dire aujourd'hui ce que Lefort nous aurait dit dans la situation politique présente. Et pourtant, l'ampleur de sa pensée qui a été évoquée, en même temps que sa précision extrême sur des situations, combien elle nous aurait été nécessaire, combien elle nous serait vitale aujourd'hui. Lefort aura eu la force de penser, d'écrire, de vivre dans le retrait pour, selon ces termes, le travail de l'œuvre. Et soudain, simultanément, il aurait eu l'énergie, le désir aussi, d'intervenir, de venir dans l'antre, dans l'actualité la plus brûlante. À cet égard, tout son parcours et tous ses modes d'approche, leur division et leur reprise constante, c'est absolument passionnant au cœur du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. C'était un homme de groupe, de collectif,
aux échanges internes parfois bouillonnants et intransigeants, et éventuellement avec de retentissantes ruptures. En même temps, c'était l'écrivain de la solitude pour d'énormes élaborations, celle en particulier, bien sûr, de son Machiavel. Mais combien d'autres œuvres immenses il a su rendre présentes pour nous, et combien il a su les ouvrir, ces œuvres, en questions portant sur l'actualité, sur notre actualité, et sur les nécessaires combats du présent. Je ne vais pas raconter ma relation, l'histoire de ma relation, ou de celle de Pierre Pachet ou de quelques autres, avec Claude Lefort. Je l'ai découvert jadis, dans le post-68, dans la revue Texture, avec une équipe qu'il dirigeait, enfin qu'il conduisait, avec une équipe dont faisait partie Marcel Gaucher, avec qui ensuite il vint à rompre, comme ça arrive ça, plusieurs fois dans l'histoire de Lefort. Mais connaître Lefort personnellement, c'est en suivant son séminaire à l'HESS que ça m'a été possible. Et donc, j'ai suivi son séminaire pendant des années, en fait, pendant toute la durée de son séminaire. Et si je peux me permettre une anecdote, à la fin, la dernière séance de son séminaire, on était, tous ceux qui avaient suivi son séminaire pendant des années étaient là. Et à un moment, j'ai dit à Lefort, vous savez, c'était vraiment, j'avais jamais voulu qu'on se tutoie, il me l'avait proposé, je voulais surtout pas ça. Je lui dis, c'était vraiment difficile. Vous faisiez un exposé très construit, très organisé, etc. Ensuite, silence, et vous disiez, qui va poser une question? Et là, je disais, poser une question après votre exposé, c'était comme sauter dans une piscine d'eau glacée. Et il m'a rétorqué, mais moi, j'ai jamais pu prévoir la question que vous alliez me poser. Voilà. J'ai travaillé aussi dans un groupe, pour une revue, après la revue Texture, que je lisais, il a fondé la revue Passé-Présent, et j'ai fait partie de l'équipe qui travaillait avec lui pour cette revue. Et, entre autres, Pierre Pachet faisait partie de cette équipe. Je peux me permettre de dire, sans, je crois, tirer une espèce de couverture grotesque à moi, que l'amitié avec Lefort fut une des plus importantes de ma vie, dans une dissymétrie totale de nos deux positions et de nos deux ampleurs. Si je me retourne vers son œuvre encore et encore, c'est toujours avec le sentiment d'une cruelle insuffisance. Je ne vais pas faire ici d'exposé sur Lefort. Gilles, c'est toi qui nous as envoyé ces textes. Donc, je vais me permettre, j'ai le droit? Ah, il se passe quelque chose. Je vais me permettre de lire simplement pour faire entendre, au fond, la voix de Lefort. Tu me corrigeras s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que tu nous as envoyé, ce que tu as envoyé, des textes en élaboration, en fait, dont je vais lire certains passages, et dont, là c'est le texte d'une conférence Amnesty International. Ça porte très précisément sur ce qui nous anime aussi aujourd'hui, et de ce dont tu as parlé, ce que tu as évoqué aujourd'hui. Et donc, je vais faire entendre Lefort maintenant, c'est tout. Moi, je la ferme. Bon. Ah, pardon. Ah non, c'est vrai, je n'avais pas pensé que je ne pouvais pas me faire entendre directement sans parler. Bon, d'accord. Excusez-moi. Alors, je choisis des extraits tout de même, ce serait trop long. Et voilà. Mon propos, alors c'est par moments un peu comme ça, c'est pas un discours écrit, vraiment. Enfin, Mon propos est d'attirer votre attention sur quelques menaces qui pèsent sur la démocratie. Donc évidemment, si je dis ça aussi, c'est pas en pensant comme tu l'as fait à aujourd'hui, bien entendu. Ces menaces, à la vérité, sont de deux ordres, pour parler très vite. Les premières sont d'ordre extérieur et sont visibles. Ces menaces se dessinent sous la figure de mouvements identifiables, mouvements d'extrême droite, mouvements fascisants notamment.
On connaît ça aujourd'hui, c'est mon commentaire. Mais il est d'autres menaces. Ce sont des menaces qui, pour ainsi dire, sont suscitées par le développement même de la démocratie. Ce sont des menaces qui l'habitent, qui pèsent sur elle dès l'origine et qui n'ont fait que grandir. Alors, je saute quelques phrases. Le premier thème que je choisis est celui de la volonté de la majorité. Un principe qui est évidemment au plus proche lié à celui de la souveraineté du peuple. Or, assurément, la démocratie moderne, qui est une démocratie représentative, est étroitement liée à l'institution du suffrage, peu à peu devenu suffrage universel. En fait, la démocratie s'est dessinée avant. Il a fallu, du moins en Europe, en France, en Angleterre, 3/4 de siècle pour que le suffrage universel s'impose. Mais quand il s'est défini, alors s'est imposée la représentation d'une majorité qui donne expression à la volonté du peuple d'une part, et d'autre part d'un suffrage qui permet de conférer au pouvoir, du fait qu'il est l'expression d'une majorité, au pouvoir gouvernemental et législatif, une légitimité. Mais de là à forger la croyance que la majorité, du fait qu'elle est reconnue comme donnant expression à la volonté du peuple, détient la signification de la justice, qu'en elle réside la raison, il y a évidemment une distance qui est dangereusement franchie. Ne nous arrêtons pas sur les arguments classiques bien connus, à savoir que la majorité est toujours instable, que quand elle s'est établie, elle est sensible plus aux avantages immédiats qu'aux questions du long terme, qu'elle est mobile, fluctuante. Je crois que l'important est de reconnaître que l'accent mis sur la liberté de l'individu et sur la vertu du débat public dans la démocratie implique, exige l'exercice continu du jugement, exige l'existence, mieux, la légitimité d'une opposition après que la majorité s'est dessinée. Et bien sûr, cette opposition, ou bien ces individus indépendants de la majorité, vont trouver à s'exprimer d'une façon privilégiée par la parole, l'écrit, et d'une façon privilégiée dans la presse. De plus, s'il est vrai que la démocratie admet tacitement qu'il ne saurait désormais y avoir de référent ultime de la légitimité, du fait que le pouvoir ne peut appartenir à personne, du fait qu'il n'y a plus de fusion possible entre ce qui est de l'ordre de la loi, ce qui est de l'ordre de la connaissance dernière des fins de la société et ce qui est de l'ordre du pouvoir, qu'il n'y a plus de fusion possible garantie par quelque puissance surnaturelle, s'il est vrai qu'il n'y a plus de référent ultime, alors la majorité ne saurait fournir à nouveau un référent de cette nature. La majorité confère une légitimité d'une façon provisoire et elle ne la possède pas. Je saute quelques phrases. Le citoyen peut, en tant qu'homme, considérer que la peine de mort, par exemple, souhaitée par la majorité ou même instituée grâce à la majorité, est contraire aux principes qui sont à ses yeux des principes universels. Mais remarquons une chose, ce n'est pas seulement en tant qu'homme qu'il peut prendre distance vis-à-vis de lui, en tant que citoyen, c'est un peu plus compliqué. C'est aussi en tant que citoyen qu'il peut s'opposer à des idées, des représentations, des mesures, qu'il s'agisse de mesures législatives ou de mesures réglementaires, qui sont prises par une chambre, un gouvernement, qui sont l'expression de la majorité. Au passage, évidemment, lisant ces phrases, je pense à ce qui a lieu aujourd'hui, mais ce qui peut encore plus avoir lieu demain. En fait, il y a dans la démocratie un battement, une tension qui ne peut se défaire et qui est féconde, en un sens, entre l'individu, le citoyen et l'homme. L'un n'étant pas extérieur à l'autre, mais ces trois figures étant imbriquées l'une dans l'autre. Mais je veux insister sur ce fait. Il arrive
que l'on veuille s'opposer non seulement en parole mais en acte à la volonté de la majorité. Voilà ce qui peut-être nous attend demain. C'est une vieille idée, vous le savez, qu'il faut distinguer les actes des paroles et que s'il y a liberté de parole qui doit être garantie, il faut, par les actes, obéir aux lois et à la volonté incarnée par le gouvernement. En fait, nous savons qu'il y a des circonstances qui pourraient être extrêmes, qui néanmoins dévoilent bien la tension dont je viens de parler. Donnons tout de suite un exemple. Et là, je pense vraiment au présent. Après tout, dit Lefort, un homme citoyen, il parle depuis l'époque où il parle, mais ça nous concerne, un homme citoyen peut s'élever contre une guerre coloniale jusqu'à refuser d'y participer, quelle que soit la conduite qu'il adopte, transgresser donc les lois. Et il peut le faire transgresser donc les lois. Et il peut le faire non seulement en s'élevant en tant qu'homme contre le colonialisme, mais en tant que citoyen et en revendiquant les principes mêmes de la démocratie pour faire une telle opposition. Bien entendu, on pense au prétendu Rassemblement national, qui est un front national. Ça, pour moi, c'est la coupure, non pas du tout le Rassemblement. Plus loin, Lefort, dans ce texte, je ne lis pas tout, bien sûr, c'est pas possible, Lefort parle de ce qui se passe à l'époque où il écrit ce texte, début des années 2000, ce qui se passe en Algérie. C'est en 92. Est-ce que j'ai dit? Pardon, c'est un lapsus, en effet, absolument. Au début des années 90, bien sûr. Et puis, justement, ce qui se passe à ce moment-là en Algérie et à le problème du fils du Front islamique, etc. Donc, je ne vais peut-être pas lire ça maintenant, parce que ce serait trop long, mais je vais lire maintenant un autre passage qui nous concerne toujours. Que devrait-on faire si un mouvement d'extrême droite en France, pour ne pas nommer le Front National, et moi je l'appelle toujours le Front National, c'est pas un rassemblement national du tout, ou alors c'est un rassemblement pour le pire, pour l'infamie, simplement, disons-le. Que devrait-on faire si un mouvement d'extrême droite en France, pour ne pas nommer le Front National, progressait dans le suffrage, et il est plutôt en recul actuellement, alors là, mais rien ne dit d'ailleurs qu'il ne remontera pas dans les sondages et le cœur des électeurs, car nous avons des expériences de cet ordre, de mouvements qui connaissent une éclipse et qui reviennent. Donc, que se passerait-il si ce mouvement, sinon détenait une majorité, mais au moins obtenait un nombre suffisant de voix pour devenir l'arbitre de la politique? Je réponds sans aucune hésitation que dans ce cas-là, tous les moyens sont bons pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Je dis bien tous les moyens. Et que la volonté de la majorité, en l'occurrence, doit être considérée comme une aberration et qu'ou bien l'on croit au principe de la démocratie, ou bien l'on n'y croit pas. Mais on ne laisse pas faire l'expérience par la majorité de ce que pourrait être une aventure totalitaire. Bon, j'avais prévu de lire d'autres passages. En gros, j'ai envie dans l'angoisse où on peut être aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter là, sur cette espèce de mise en demeure que nous fait Lefort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Claude. Mise en demeure. Et maintenant, nous allons écouter Patrick Auchard. Oui, Lefort donc a toujours pourfendu l'illusion de toute pensée de survol, en s'avisant que l'analyse politique n'est pas détachable de la position prise ou tacite et au demeurant mouvante de son auteur dans le champ de son investigation. Investigation d'ailleurs qui est toujours menée à l'épreuve de ce que Claude Mouchard a appelé le temps présent. Enfin, c'est pas... T'as pas un coprette sur cette appellation, mais enfin... Alors du même coup, donc, Lefort ne dédaignait pas de se risquer à intervenir à chaud dans l'arène politique, non sans y introduire quelques profondeurs de champ. Ainsi, justement, et je reviens sur
un texte un peu parallèle à celui que tu as cité, en janvier 92, il se prononce sans ambages dans un article avec comme titre « Il fallait arrêter », enfin une interview d'ailleurs plutôt, « Il fallait arrêter le FIS, le Front National Islamiste du Salut ». Et il dessine le cadre de sa prise de position en répondant à la question de savoir, celle du journaliste, si on peut établir la démocratie contre le peuple. La question serait plutôt, la démocratie est-elle en droit de réduire au silence ceux qui veulent la détruire et le déclarent expressément? Alors voilà quand même ce qui apporte une sorte de nuance justement au texte par lequel tu viens de finir. Si la menace que font peser ses adversaires reste contenue par les institutions, la réponse est non. La présence de ses ennemis peut même servir d'aiguillon salutaire. Il y a une alternance là entre adversaire et ennemi, donc qui serait intéressant. Mais si le danger existe de voir le pouvoir tomber entre les mains de gens pour qui l'idée de liberté politique et de liberté individuelle n'a aucun sens, la réponse est oui, sans hésitation. En effet, poursuit-il, en guise de réponse à la question « En France, faudrait-il interdire le Front National s'il menaçait de prendre le pouvoir ?» L'opinion de la majorité, contrairement à une thèse répandue et perverse, ne saurait être un critère absolu pour juger du caractère démocratique d'un régime. La démocratie suppose l'acceptation de la pluralité des intérêts et des croyances et le respect des droits de l'homme. Aucune majorité ne peut s'arroger la toute-puissance et imposer sa loi à l'ensemble de la population. C'est là un principe constitutif de toute république démocratique. Si une telle majorité se dessine, il revient à ceux qui ont le sens de leur responsabilité politique de la combattre. Alors, pour répondre et à la conjoncture et au terme de la sollicitation de Martin et de Poésie, littérature et démocratie Lefort, je voudrais donc m'arrêter sur les réflexions de Lefort devant cet extraordinaire événement que constitue à ses yeux la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Événement politique de première importance, qui n'est rien d'autre qu'un événement d'écriture, un écrit faisant événement, et à ce titre relevant de la littérature. Alors soit donc à suivre le fil que Claude Lefort a tressé entre la Déclaration des droits de l'homme et la démocratie, en s'efforçant de relever quelques lignes de force de cette pensée politique, non pas morale, mais bien politique, des droits de l'homme. En premier lieu, Lefort s'élève contre l'idée du Marx de la question juive, selon laquelle les droits de l'homme consacrent les droits d'un individu monadique, replié sur lui-même au sein d'une société bourgeoise, qui résulterait de l'éclatement, de la dissolution, de la pulvérisation du corps différencié que formait ou que s'imaginait former la société féodale. Tout au contraire, il établit que ce sont des droits politiques qui concernent essentiellement non l'individu replié sur lui-même dans les limites et sans préjudice de sa coexistence avec les autres, mais bien plutôt et toujours ce qu'il appelle donc la relation de l'homme avec l'homme. Les libertés qui y sont proclamées, dit-il, ce sont des libertés de rapport. Ainsi, par exemple, est-il flagrant que la liberté d'opinion n'est pas le droit, au demeurant assez oiseux, d'avoir une opinion, au titre de propriété privée, ou encore, comme dit Marx, à titre de lubie ou de marotte personnelle, Privatschule, mais qu'elle s'avère être justement une liberté de rapport, c'est-à-dire une liberté de communication. Non pas le droit à la séparation, comme dit Marx, ou qui consacre la séparation de l'homme avec l'homme, mais bien davantage, comme dit Lefort, celui de sortir de soi-même, de se lier aux autres par la parole, par l'écriture, par la pensée. Alors on pourrait faire la même lecture de tous les articles de la Déclaration, pour peu qu'on les lise politiquement, c'est à savoir à la lumière de la rupture qu'il fomente et qu'il consacre, fût-ce sous le couvert d'une nature humaine problématique, voire introuvable, je ne reviendrai pas là-dessus. Pour peu, par exemple, donc, qu'on apprécie la liberté, non pas comme l'empire discrétionnaire d'un individu borné, mais comme liberté de mouvement et d'établissement, de circulation, levée de toutes les restrictions à cet égard, ou comme dit Lefort, décloisonnement du système social et multiplication des relations entre les hommes. Pour peu qu'on apprécie la sûreté, non en la réduisant au droit à la police et à la protection de son bien,
mais en mesurant combien ces garanties de droit rompent avec l'arbitraire. Alors, en second lieu, et c'est là que les choses se corsent un petit peu, ou se compliquent, c'est que si les droits de l'homme sont politiques, c'est selon une modalité toute nouvelle du politique, celle précisément de la démocratie, dont ils sont un des principes générateurs. Donc ils sont au principe, en quelque sorte, de la démocratie. Pour indiquer d'un mot cette nouveauté, je ferai un petit détour. Disons donc en des termes qui ne sont pas précisément ceux de Lefort, que la déclaration ouvre une brèche incolmatable dans la clé de voûte de la pensée politique depuis Bodin, à savoir la notion de souveraineté. Quand bien même elle consacre la souveraineté de la nation, dans l'article 3, et comme dit Lefort, semble accréditer l'image d'un individu souverain. Donc la question n'est pas de savoir si avec elle, la souveraineté de l'homme, que Marx considère non sans sarcasme comme le fantasme, Fantasiegebild, le rêve et le postulat du christianisme, se trouve peu promu en lieu et place de la souveraineté du roi et de Dieu, mais de reconnaître plutôt combien l'affirmation des droits de l'homme subvertit, voire démantèle l'illusion de la souveraineté et ouvre ainsi la voie à la liberté politique. Je citerai juste une phrase justement d'Hannah Arendt sur ce point. « Si les hommes souhaitent être libres, c'est précisément à la souveraineté qu'ils doivent renoncer. » Autrement dit, dans le sillage des droits de l'homme, le politique ne se réduit pas à la conduite de l'État, ni au mode constitutionnel d'exercice et de légitimation du pouvoir, donc élection, multipartisme, etc., même si cette dimension ne saurait être dissoute, comme aux yeux de Lefort l'a rêvé Foucault. Aussi, en focalisant la politique sur l'instance du pouvoir et de l'État, équivalence donc du politique et du civique étatique, c'est le Staatsbürgerliche, comme dit Marx, eh bien Marx ne pense pas la politique, Lefort le dit même, c'est son refus de penser la politique, le politique d'ailleurs plutôt, et il reste aveugle au tournant décisif qu'opère l'événement sans précédent, l'extraordinaire événement, comme dit Lefort, que constituait la déclaration, dès lors qu'elle fait valoir, je cite, indépendamment d'une dimension verticale qui articulait l'ensemble des sujets à une autorité, une dimension transversale des rapports sociaux. Soit encore, dès lors qu'elle ouvre, je cite encore, un espace public en dehors du pouvoir, espace que Lefort qualifie de symbolique, et il faudrait insister sur ce point, où là, disons, il flirte avec la distinction lacanienne du symbolique et de l'imaginaire, ce qui va impliquer d'ailleurs que la démocratie ne s'imagine pas, ou du moins que ce qui se dérobe à l'imagination, c'est une citation de Lefort, c'est précisément la démocratie. Et en soulignant donc qu'à la différence du voile idéologique avec lequel Marx les confond, les droits de l'homme, c'est encore une citation, les droits de l'homme ne sont pas un voile, mais qu'ils font signe, je dirais, vers un trésor qui, telle la langue, échappe à toute prise et n'est la propriété de personne. Je cite Lefort, notre propos ne tendait qu'à mettre en évidence la dimension symbolique des droits de l'homme et à faire reconnaître qu'elle est devenue constitutive de la société politique. Il me semble qu'à vouloir l'ignorer, à ne retenir que la subordination de la pratique juridique à la conservation d'un système de domination et d'exploitation, ou à confondre le symbolique et l'idéologique, on ne peut plus voir la lésion du tissu social qui résulte de la dénégation des droits de l'homme dans le totalitarisme. Donc ce n'est pas un voile, mais donc un trésor qui échappe à toute prise. Alors quoi qu'il en soit, l'ouverture de cet espace public en dehors du pouvoir n'est possible qu'en vertu d'une double désintrication, c'est-à-dire, dit-il, d'un clivage entre pouvoir et savoir, et d'autre part d'une désintrication du droit et du pouvoir, qui met et expose ce dernier constamment à l'épreuve de sa légitimité. À ce compte, l'événement de la déclaration implique qu'il n'y ait plus d'attache du droit au pouvoir, voire tout bonnement, même si, dit-il, la formule peut paraître outrancière, qu'il n'y ait plus de point d'attache du droit, attendu que l'homme auquel il est désormais attaché, le droit, d'une part, n'a d'autre essence ou d'autre nature que le déclarer,
C'est-à-dire que l'homme, ça ne renvoie pas à une nature de l'homme, en quelque sorte, enfin, ça c'est un point qu'il faudrait examiner, mais la définition de l'homme qui est donnée ainsi, en quelque sorte, ou l'essence de l'homme, comme il dit ici, qui est donnée ainsi, c'est précisément celui qui déclare ses droits, en quelque sorte. Et les droits n'ont pas d'autre fondement, justement, que d'être ainsi déclarés par cet homme. Et d'autre part, l'homme dont il s'agit, cet homme indéterminable, cet homme que Marx dit abstrait, métaphysique, etc., puisqu'il est indéterminable, et bien précisément, il avère dans la trame de la société un indéterminable de principe, ou encore une énigme. Seconde figure du paradoxe, les droits de l'homme sont énoncés, ils le sont comme des droits qui appartiennent à l'homme, mais simultanément, l'homme apparaît à travers ses mandataires comme celui dont l'essence est d'énoncer ses droits. Impossible de détacher l'énoncé de l'énonciation, dès lors que nul ne saurait occuper la place à distance de tous, d'où il aurait autorité pour octroyer ou ratifier des droits. Ainsi, les droits ne sont pas seulement l'objet d'une déclaration, il est de leur essence de se déclarer. En d'autres termes, Lefort renverse la critique portant sur l'indétermination de l'homme des droits de l'homme, mais cette critique oublie que poser cet homme sans détermination, c'est introduire en même temps l'idée d'un homme qui est indéterminable. Les droits de l'homme ramènent le droit par-delà le langage de l'universalisme abstrait et de l'individualisme à un fondement énigmatique qu'on ne peut donc situer en dehors de l'homme, à un fondement qui est intérieur à l'humanité et qui échappe désormais à tout pouvoir qui prétendrait le déterminer, que ce pouvoir soit politique ou religieux. Et cette indétermination, ou mieux je dirais cette sorte d'indéterminabilité, c'est-à-dire disons qu'il y a de l'indéterminable dans le jeu social, est justement ce qui fait le prix et qui est constitutif de la démocratie, en même temps évidemment que de sa vulnérabilité. Je cite, « Sa vulnérabilité se manifeste toutefois en même temps que son aptitude à accueillir et en quelque sorte à intérioriser le conflit et l'indétermination du social, la dissolution des repères de la certitude qui me paraît au plus profond accompagner l'essor de la démocratie, cette épreuve suscite de multiples résistances qui peuvent tourner à l'aversion dans des conjonctures particulières d'insécurité. Ce qui hante la société démocratique, c'est l'image d'un pouvoir réellement extérieur, donc un président hors sol par exemple, je devrais dire étranger, d'un pouvoir qui ourdit l'intrigue de la domination. C'est pareillement, c'est-à-dire c'est en même temps, ça peut être simultané, et d'ailleurs on verra que c'est tout à fait simultané, c'est pareillement l'image d'un pouvoir réellement dans la société, d'un pouvoir trivial au service d'intérêts particuliers, d'un pouvoir dont les agents jouent le jeu de la représentation populaire, par exemple le président des riches. C'est encore l'image d'une société réellement morcelée, sorte d'archipel français, ou en voie de dissolution, d'une société dans laquelle, sous le couvert du droit, des groupes pervers satisfont leurs appétits. Donc ce qui pointe avec la déclaration, c'est que le droit est désormais suspendu à une interrogation sur le droit, à une interrogation du droit, ça c'est un point fondamental, je crois, pour Lefort. Le droit est en question en quelque sorte, et du même coup le pouvoir est toujours en question évidemment dans la démocratie, et qu'il implique donc la légitimité du débat sur le légitime et l'illégitime, lequel débat tient à l'essence de la démocratie et n'a lieu d'être qu'à travers un espace public qui ne soit la propriété de personne. Et donc il dit par exemple, la dégradation du droit ne réside pas dans les erreurs de la majorité, elle résulterait de celle de l'espace public lui-même s'il s'avérait qu'en l'espace du débat qui lui est attaché, une opinion massive, compacte, constante, décidée dans la nuit, au lieu que des majorités se fassent et se défassent, et que les péripéties de l'échange et du conflit entretiennent l'inquiétude et l'heureuse division des convictions. Cette dégradation de l'espace public, par conséquent, manifesterait une désymbolisation, comme il dit, des rapports sociaux. En troisième lieu, enfin, ce qui est reconnu du fait de la désintrigation simultanée du principe du pouvoir, du principe de la loi et du principe de savoir, c'est que la société est affectée d'une division irréductible qu'aurait justement, comme je viens de l'indiquer, Lefort qualifie d'heureuse, et que la démocratie n'est pas seulement un mode de gouvernement et d'exercice du pouvoir,
mais bien davantage, plus foncièrement, le régime qui éprouve cette division sans la méconnaître ni prétendre la colmater à toute force, et qui traverse le fantasme de l'unité, quand bien même celui-ci ne laisse pas de le hanter. Le régime donc qui récuse toute représentation de la société comme un corps total et unitaire, ou du moins qui en mesure l'impertinence, même si la déclaration use incidemment de cette image du corps social et entend être constamment présente à ses membres, constamment présente à tous les membres du corps social, c'est dans le préambule de la déclaration. Soit encore le régime dans lequel il n'appartient à personne de représenter la société, qui n'est pas un corps et qui s'avère irreprésentable. Ce qui est effectivement à l'œuvre sous l'espèce de l'homme de la déclaration, apparemment abstrait et métaphysique, mais qui pointe plutôt vers l'indéterminable d'une énigme rien moins qu'à résoudre, c'est, dit-il, un phénomène de désincorporation du pouvoir, de désincorporation du droit, accompagnant la disparition du corps du roi, et du même coup un phénomène de désincorporation de la société. En guise de conclusion, 2 remarques. La première, c'est que les droits de l'homme ne sauraient se circonscrire dans un ensemble définitif d'énoncés, pas plus qu'être assignés comme la propriété exclusive de telle ou telle société, mais qu'ils sont toujours en excès sur toute formulation advenue, et que leur dynamique ne va pas s'en prescrire leur extension indéfinie. La seconde, c'est qu'en tout état de cause, quels que soient les embarras, c'est aussi une formule d'Hannah Arendt qui parle des embarras suscités par les droits de l'homme, eh bien, quels que soient les embarras qu'ils suscitent et que suscite cette extension indéfinie, la dynamique des droits de l'homme peut servir de précieuse boussole, puisqu'elle va de pair avec la vie démocratique, tandis que son étouffement a toujours partie liée avec la haine de la démocratie, dont les totalitarismes ont fourni des exemples éclatants et terrifiants. Laissons enfin la parole à Lefort, et je voulais terminer par le texte que Laurent a lu effectivement tout à l'heure, mais ça ne fait rien, donc j'en trouverai un autre. Quand les détenteurs de l'autorité politique s'accommodent d'une fracture sociale au nom de la nécessité économique, et ne présentent plus l'État que comme le gestionnaire de l'entreprise nationale. Entre parenthèses, j'ai entendu répéter l'entreprise France, et ça avait l'air de le révolter. Que n'aurait-il dit s'il avait entendu la Starship Nation? Enfin. Eh bien, ils sont les premiers responsables de la perte du symbolique. Quand le pouvoir ne fait plus signe vers un pôle de la loi, vers un foyer d'institutions qui ne se situe pas dans le cadre de la fonctionnalité, la société ne se décompose pas pour autant en un réseau d'interrelations entre les individus, mais elle devient de plus en plus opaque et suscite l'illusion. Merci beaucoup. Pardon. Bien, on arrive au terme de nos entretiens. J'avais prévu un développement sur la notion d'œuvre. Je vais juste en présenter les grandes orientations et avant de finir par une lecture peut-être plus inattendue. Donc mon propos était de commenter pour vous une formule de Michaud, de Lefort, commentant Michaud dans le texte Passage, qui avait été publié dans la revue Poésie. Et je donne la phrase, puis je lis le passage, mais je vous demande d'être bien attentif à la syntaxe de cette phrase de Lefort, commentant Michaud. C'est la dernière phrase de l'article, donc son explicite, et la voici. La complication fait son œuvre silencieusement. Cette formule, Lefort l'utilise de manière polémique à l'endroit de Michaud. Il vient de dire qu'il avait une espèce de défiance à l'égard de Michaud qui refuse la notion d'explication. Je cite, « Tout ce qui fait signe de la volonté d'expliquer, de démontrer, ou tout simplement d'argumenter, de rendre intelligible, lui répugne. Donc c'est non. » Lefort continue. « Ne se rend-il pas ainsi sourd
à la musique qui perce parfois dans les pages d'un philosophe, dans les méditations d'un Descartes par exemple. Là où la pensée se déploie de proche en proche, à la poursuite de ce qui la fonde et qui la règle. Peut-être cette surdité lui est-elle nécessaire, se dit-on, pour qu'il en arrive à trouver son propre accès à l'écriture, à s'entendre en elle. Peut-être tout écrivain doit-il rejeter ce qui lui est contraire et ne suivre que ce qui l'attire. Mais serait-ce vrai? Michaud, en gagnant un autre accès à l'écriture, ouvre un autre accès à la connaissance. La pensée se révèle à elle-même à l'épreuve de ses écarts dans l'accueil des contraires. Ainsi, Michaud n'écrit-il pas seulement sous l'attrait de ce qui serait immédiat, sans limite et sans ambivalence. De cet attrait, il forme la pensée. Or, cette pensée se découvre elle-même limitée, elle appelle une suite. Cela tout autrement qu'un mot appelle un autre mot, une phrase, une autre phrase, quoique le passage puisse se frayer au mieux sous l'effet de la consonance. La pensée suit son propre mouvement, elle vire par d'invisibles aiguillages. La complication fait son œuvre, virgule, silencieusement. Cette formule, donc, je voulais vous la faire entendre, et j'esquisse juste le commentaire que j'avais prévu. Vous avez bien entendu, hein, la complication, donc, travail, c'est le premier sens, elle est un processus insensible, elle fait son œuvre, hein, elle fait son job, d'une certaine manière, la complication, elle travaille dans l'œuvre de l'œuvre, mais on doit aussi considérer, chez Lefort, que c'est la complication qui fait l'œuvre de l'œuvre. C'est-à-dire que la complication fait l'œuvre. Son mouvement insensible, son geste, son bouger. La complication fait l'œuvre parce que l'œuvre est compliquée par une complication qui l'a fait. Alors, pour entendre cette intelligence très singulière de l'œuvre, et ça renvoie d'ailleurs à tout ce que tu as dit auparavant, me semble-t-il, hein, je crois que deux perspectives doivent être envisagées, et je ne fais que les évoquer ici. D'abord, évidemment, il y a une perspective historique, c'est-à-dire que Lefort fait partie des philosophes qui ont, de manière acharnée, défendu, depuis la Seconde Guerre mondiale, la notion d'œuvre. Cela ne va pas de soi dans un mouvement de pensée qui n'a cessé, comme vous le savez, hein, de défendre au contraire la notion de désœuvrement dans des perspectives qui ont pu être, disons, politiques ou mystiques d'ailleurs, puisque c'est une notion, par exemple, centrale chez Simone Weil, le désœuvrement. En fait, cette notion, elle est centrale, me semble-t-il, d'un point de vue historique, pour comprendre ce qui se joue et aussi ce qui sépare Lefort d'Hannah Arendt. Puisque Hannah Arendt, hein, dans sa grande trilogie du travail, de l'œuvre et de la pensée, distingue bien l'œuvre du travail comme, disons, la praxis chez Aristote, si vous voulez, hein, et l'ergon, c'est-à-dire quelque chose qui serait fait, qui durerait au-delà des temps, et qui traverserait le mouvement des temps dans une espèce de fixation de la lettre ou de la forme. Lefort, lui, défend l'œuvre, mais pas du tout comme ça. Pas du tout en ce sens-là. Il a une conception de l'œuvre, hein, et donc là, il faut passer, à mon avis, d'un niveau historique à un niveau herméneutique. Hein. La conception que Lefort se fait de l'œuvre est tout à fait extraordinaire, tout à fait singulière, extrêmement difficile à rendre, parce que c'est une conception, justement, hein, qui est très imprégnée de la conception merleau-pontienne du sens, du geste et du langage, notamment dans la phénoménologie de la perception. Et la conviction de Lefort, hein, c'est que ce qui fait une œuvre, c'est une espèce, si vous voulez, de bouger intérieur, qu'on peut appeler, de manière peut-être un peu résumée ici, complication. Hein. C'est-à-dire que si on comprend ce qui fait œuvre dans l'œuvre, on comprend aussi l'anthropologie de Lefort, c'est-à-dire, hein, un lieu où la pratique, la théorie et l'ergon se conjoignent, et le destin de l'œuvre et la condition de l'interprète comportent pour Lefort, hein, des leçons décisives auxquelles il ne cesse de revenir. Alors je vous renvoie pour cela, puis je finirai, je dirai un mot de conclusion là-dessus, hein, évidemment à des pages tout à fait extraordinaires de ce qui était,
on se demande comment un jury a pu lire un tel livre, la thèse de Lefort, le travail de l'œuvre Machiavel, le titre même doit vous retenir, le travail de l'œuvre, c'est bien un titre anti-arendtien, je le redis, puisque pour Arendt, il y a d'un côté le travail et de l'autre l'œuvre. S'il y a travail de l'œuvre chez Lefort, c'est que l'œuvre englobe le travail. Elle est déportée par un travail interne, elle est travaillée de l'intérieur par la complication qu'il apporte. Et puis pour ceux qui voudraient une version plus réduite de ce livre, qui est un livre tout à fait considérable, je vous renvoie un texte plus court et peut-être plus maniable, qui s'appelle « L'œuvre de pensée et l'histoire », que vous trouvez dans les formes de l'histoire, et qui est un livre, à mon avis, tout à fait singulier. Ce que je voulais dire simplement par là, c'est que il me semble que l'ontologie de l'œuvre de Lefort, elle est indissociable évidemment de son anthropologie politique, elle est indissociable de son anthropologie tout court, c'est-à-dire de sa conception de ce qui fait l'homme, justement, l'homme dont tu parlais il y a un instant, l'homme dont vous parliez chacune et chacun, mais aussi, évidemment, elle est le point peut-être le plus profond par lequel, via Hannah Arendt et Merleau-Ponty, Lefort pense le travail du langage des formes symboliques à l'œuvre dans ce qui fait que les hommes s'humanisent et deviennent. Et donc ce point, évidemment, il ouvre aussi la passion politique de Lefort, puisque l'espace démocratique, c'est de manière analogue à l'espace de l'œuvre, un espace de travail, un espace d'autocontradiction, un espace de mouvement, ou pour citer enfin le titre de l'essai, puisque c'est presque un essai, plus qu'un article même, que Lefort avait consacré à Michaud et dont j'étais parti, un espace de passage, qui est un titre de Michaud. Voilà. Alors, on a chacune et chacun, cet après-midi, essayé de répondre à l'urgence de la situation qui nous impose de penser, en vous indiquant l'urgence de revenir à Lefort. Il ne s'agit pas du tout de plaquer Lefort contre notre actualité. Mais justement, si ce qu'on a essayé de vous dire est vrai, c'est-à-dire si Lefort est quelqu'un qui non seulement exerçait son attention constante sur les textes et sur les événements, et si sa pensée justement est une pensée du mouvement, je crois que vous avez toutes et tous beaucoup à gagner à y revenir. Donc je voudrais remercier Patrick Auchard, Gilles Bataillon, Géraldine Mühlmann, Anne Dugin qui nous a quittés, c'est la colonne absente désormais, Claude Mouchard et Laurent Génie, puis remercier aussi à la technique. Vous remercier toutes et tous de votre merveilleuse fidélité pour les entretiens. Et à l'année prochaine. On revient en septembre.